Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui pour cet échange avec Marc sur cette thématique. Comment évaluer les compétences à l'ère de l'intelligence artificielle générative? Merci beaucoup Marc pour cette invitation, l'invitation d'Isograd pour cet échange. Merci Guillaume et bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Guillaume Vigneron. Je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années, on va dire dans le domaine du digital, du numérique. J'ai un profil qui est à la fois technique et métier, donc ce qui peut me donner aussi un certain point de vue qui va être utile, je pense, pour les échanges d'aujourd'hui. Je travaille notamment sur des activités qui sont liées à l'IA générative depuis 3 ans. Notamment avec des prestations de formation, d'accompagnement sur la mise en place de la Gen AI, Generative Artificial Intelligence, notamment dans le domaine RH, mais pas que. Et j'enseigne aussi, je suis également intervenant dans plusieurs grandes écoles à Paris. Voilà. Je vous laisse vous présenter, Marc. Alors, d'abord, je tiens à vous remercier Guillaume parce que quand on a préparé ce webinaire, on a pas mal échangé et j'ai trouvé que les échanges et vos connaissances et compétences sur le domaine sont vraiment très pertinentes et c'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous. De mon côté, donc, je suis Marc Alperovitch, je suis le président et le fondateur d'Isograd Testing Services. Donc, Isograd Testing Services est une société qui fait de l'évaluation à travers deux offres. Une offre de tests sur étagère, où on va trouver des tests bureautiques, de programmation, de comptabilité, de langue. Et puis aussi une offre de fourniture de plateformes de tests dans laquelle on va proposer à nos clients d'utiliser la plateforme pour créer leurs propres tests, leurs propres questions et faire passer leurs propres examens. Le tout avec ou sans, mais ça on en parlera un peu plus tard, surveillance à distance et avec ou sans correction automatisée par de l'intelligence artificielle ou sans intelligence artificielle. Mais ça, c'est un sujet dont on va débattre maintenant. Guillaume, je vous repasse la parole. Tout à fait, merci Marc, merci pour votre préambule et merci beaucoup pour la qualité effectivement de ce pré-échange qui nous a emporté très très loin, quasiment sur des, sur des notions presque philosophiques et sociétales. Et c'est pas, je pense que c'est pas un hasard. Je pense que l'IA générative bouleverse énormément le domaine de l'évaluation, bien évidemment, mais de manière plus générale, le domaine de l'organisation, des organisations humaines. On va juste préciser une petite chose en préambule, c'est qu'évidemment, là, on va parler de l'évaluation des compétences à l'ère de l'IA générative. On parle des compétences qui sont hard skills, donc on ne va pas évoquer les parties, on va peut-être les évoquer d'ailleurs peut-être en fin d'échange, mais on est vraiment sur la capacité d'effectuer des tâches mesurables, évaluables justement. Donc on est sur ce qu'on appelle les compétences dures, et ce sont des compétences cognitives qu'on évalue. Hein. On va pas être là, on va pas évaluer des compétences manuelles, même si je crains qu'un jour ce soit effectivement peut-être le cas. Une des choses, enfin un des éléments clés des échanges que nous avons eus précédemment avec Marc, c'est ce qu'on appelle le moment Kasparov. Alors, qu'est-ce que c'est un moment Kasparov? Ça replonge un petit peu dans l'histoire des personnes qui ont plus de 20 ans maintenant, parce que je crois que c'était en 1997, Marc. Je ne sais pas si confirmé Alors, je ou ne connais pas la date, mais je vois encore la tête de Kasparov la quand tête il de a perdu. Kasparov quand il perd aux échecs. Alors, Quand il pourquoi perd, celle-là, elle est stupéfiante. et ça a stupéfait, je pense, toute une génération, de la même génération, Marc. Ça a vraiment été qu'à un moment donné où on a pris conscience que l'IA peut dépasser les humains dans des tâches cognitives complexes. Les échecs étaient quand même considérés en Occident comme une tâche, comme le jeu de l'esprit. En Orient, c'est plutôt le jeu de Go qui lui-même aussi d'ailleurs a été battu beaucoup plus tard. Et à un moment donné, on a commencé effectivement à se dire, mais comment est-ce qu'on peut mesurer la capacité humaine à effectuer des tâches et à quel moment on comprend que la machine peut être meilleur, et même bien meilleur qu'un humain pour réaliser des actions cognitives complexes. Je pense qu'une des premières choses qui est arrivée, c'est dans les années 2020. Dans Nature, il y a une revue qui a été publiée qui expliquait que sur 100 000 mammographies étudiées à la fois par des IA et par des cancérologues, les résultats de l'IA étaient nettement meilleurs que ceux des humains.
Donc là, on voit qu'on n'est plus dans le domaine uniquement du jeu, on est sur des domaines de compétences extrêmement avancés où l'humain est derrière l'IA, et on parle de 2020. Donc c'était avant l'arrivée de vraiment l'explosion de l'IA générative telle qu'on la connaît. Donc les études ensuite et les résultats ont montré que de plus en plus, les compétences humaines ne sont plus, les compétences, les tâches cognitives complexes ne sont plus, comment dire, l'apanage, la chasse gardée des humains. Il y a une étude de Laboria Explorer qui a montré ça, une étude de l'OCDE également. Maintenant, on le voit, même dans des domaines métiers complexes, notamment l'étude de l'OCDE portée sur la métallurgie, le domaine dentaire, le product design. On est face à une vague, hein, on le dit souvent, même parfois on dit un tsunami, qui remet en cause un petit peu nos façons voilà, de mesurer nos compétences et nos connaissances. Donc c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Marc, qu'est-ce que par rapport à cette bascule que l'on constate tous les jours un peu plus, qui challenge la capacité que nous avons d'évaluer à distance une personne dans sa capacité à mobiliser des ressources cognitives complexes, quel est votre point de vue par rapport à cette évolution? Alors, il y a 2 aspects. On va commencer peut-être par un aspect basique qui est, Bah, l'utilisation, de l'IA, par les candidats lorsqu'ils passent des tests techniques. C'est-à-dire, aujourd'hui, n'importe quel candidat, quand il passe un test, il pourrait soumettre, de façon automatisée ou non, les questions à une IA et dans presque tous les cas, l'IA va être capable de répondre. Alors, on viendra un peu plus tard sur, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave, que le candidat utilise l'IA pour répondre à toutes les questions? Mais déjà, on peut se dire, en supposant qu'on ait répondu à la question: «Est-ce que j'ai envie ou pas que le candidat utilise l'IA?» et qu'on ait répondu par la négative, comment on fait pour, entre guillemets, «l'empêcher d'utiliser l'IA»? Bon, on peut pas vraiment l'empêcher parce qu'il fait ce qu'il veut, mais on peut vérifier s'il a utilisé de l'IA ou pas. Donc il y a des techniques de surveillance et aujourd'hui, si on veut être, entre guillemets «certain» que le candidat n'a que c'est bien le candidat qui a répondu et pas l'IA qui utilise, la surveillance à distance ou les tests en présentiel, ça devient une forme, d'obligation. Parce que, heu, voilà, dès qu'il y a un enjeu, c'est un peu la théorie des jeux, le candidat va avoir un intérêt peut-être à se faire aider. Alors, dans une certaine limite, parce que le candidat est aussi lucide, à la fin, s'il a un job pour lequel il n'a aucune compétence, ça va finir par se voir et puis il va peut-être pas rester très longtemps dans le poste, donc ce serait une perte de temps. Donc, qu'est-ce qu'on a comme solution? Bon, la première, c'est la surveillance à distance, en sachant que c'est une solution qui est faillible. C'est-à-dire que il y a toujours un niveau de triche, que les candidats peuvent atteindre et qui aujourd'hui ne sera pas détecté dans une surveillance à distance. Il faut pas se tromper, c'est s on je crois qu'il y a une époque où pour mesurer, la durée l'efficacité d'une serrure ou d'un verrou, on mesurait en minutes ou en heures le temps qu'il fallait pour ouvrir la porte ou casser le verrou. Là, c'est un peu le même principe avec la surveillance à distance. Plus on monte le niveau, plus ça va être compliqué de tricher, mais il faut se rappeler qu'à la fin, on pourra toujours tricher. C'est pour ça que chez Isograd, on a eu cette idée qui est que de rajouter ce qu'on appelle des tests de confirmation. C'est-à-dire que si on screen des centaines de candidats qui passent le test chez eux en se disant: «Il y en a peut-être, bon, je fais de la surveillance, mais il y en a qui vont tricher», on offre la possibilité de faire passer un test de confirmation qui a vocation à être passé en présentiel, dans lequel, le candidat, ceux qui auront passé le premier filtre et qui se retrouvent face, cette fois-ci en one to one, face au recruteur, on va sélectionner automatiquement des questions auxquelles ils ont bien répondu durant leur test et on va leur reposer et on va voir comment ils se débrouillent et il y a un petit effet peur du gendarme, c'est-à-dire que, si, le candidat sait si on l'informe à l'avance qu'il pourrait être l'objet d'un test de confirmation s'il passe la première étape,
Il va peut-être se dire, bah, c'est pas la peine de raconter n'importe quoi. Si je me fais attraper à l'étape suivante, c'est une perte de temps pour tout le monde. Je sais pas ce que vous en pensez, Guillaume, de tout cela. Oui, je trouve que c'est des très bonnes méthodes, des contre-mesures en fait qui sont mises en place, mais je crains quand même que ce soit un peu un combat perdu d'avance, sans forcément me projeter très haut dans le futur. Il y a un jeune étudiant américain de Columbia qui s'appelle Chungin Roy Lee, qui là, en 2025, a conçu Interview Coder, qui était un système en fait capable de hacker tous les systèmes d'évaluation et qui d'ailleurs après a fait une vidéo YouTube sur le sujet et pour le coup il s'est fait blacklister de toutes les entreprises. Bien la preuve que l'effet de la peur du gendarme ne marche pas toujours, parce qu'en l'occurrence il a été blacklisté de beaucoup d'entreprises, mais il a reçu encore plus d'offres d'emploi derrière parce que les gens étaient fascinés par sa capacité d'avoir mobilisé l'IA pour tricher aux examens d'évaluation. Donc, Chungin Roy Lee, c'est effectivement déjà quelque chose qui nous a un peu interpellés dans le monde de l'évaluation. Ensuite, il y a une question, la question de la triche, elle est assez intrigante parce que dès maintenant, l'IA en fait va de plus en plus être intégrée comme une commodité. Au même titre que l'électricité, Internet, à un moment donné, dans le quotidien de travail de la personne, elle va travailler au quotidien avec l'IA. Donc, vouloir absolument introduire un moyen de bloquer l'accès à l'IA afin d'évaluer, je comprends bien, en fait, derrière l'idée, c'est d'évaluer la compétence pure, la compétence non pervertie, entre guillemets, par l'utilisation de l'IA générative. De facto, je pense que ça va vite trouver ses limites dans la mesure où ce qu'on va chercher à avoir dans une entreprise qui a vraiment pris ce virage de la générative, c'est comment en fait le candidat déjà passe son examen et prouve ses résultats en utilisant l'IA. Donc, je pense qu'il y a déjà, si on joue au jeu du chat et la souris, là j'ai un peu peur que le candidat, que la souris en l'occurrence, elle ait des moteurs de fusée et que le chat risque pas de la rattraper à un moment donné. Donc, plutôt que d'essayer à chaque fois de trouver un moyen d'empêcher le candidat et pour que son expression soit meilleure, peut-être aussi repenser un peu le paradigme même de l'évaluation, si c'est encore du sens de travailler sur, j'en mets pas en cause la qualité du travail d'Isograd, mais même plutôt essayer d'avoir une réflexion plus globale de comment on mesure vraiment ce qu'une personne sait faire, comment elle mobilise des compétences, alors que cette commodité vient vraiment s'installer dans le quotidien du monde du travail. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, bon, tout d'abord, je vous rejoins sur le côté, cette course perdue d'avance, virgule, dans l'évaluation distancielle. Oui, C'est-à-dire que dans le face à face, là, pour le coup, il faut c'est vrai. arriver à des phénomènes de triche très sophistiqués pour tricher en face à face. Donc dans le distanciel, je Le plus suis dans la tête. d'accord que cette course, elle est un peu perdue, mais si on se dit qu'on a des processus d'entretien en plusieurs phases et qu'à un moment, il y a un face à face, normalement, ça permet de se dire qu'on pourra in fine vérifier les candidats qui auront passé les premières étapes. Concernant ce que vous dites, il y a 2 aspects. Dans énormément de métiers du tertiaire, dans énormément de métiers intellectuels, travailler avec l'IA fait partie du job. Donc on pourrait se dire: «Pourquoi dans mon processus d'interview, je vais pas, de mon processus de test technique, je vais pas tester le candidat sur sa capacité à utiliser l'IA?» Ah si, je pense qu'effectivement, ça a un sens de tester ce que le candidat sait faire avec de l'IA. Par exemple, nous, dans les concours de développement qu'on fait, le Master Dev de France ou d'autres concours qu'on organise pour des grandes entreprises, moi, on fait des concours avec IA. Donc on a dû modifier le format de nos exercices pour que, les candidats, bah, voilà, ils aient le droit à l'IA. Alors ce qu'on a remarqué au Master Dev de France, c'est que c'était plus les mêmes personnes qui gagnaient. Donc c'est vrai que c'est cette compétence, je sais faire de l'IA, heu, elle fait partie du job, elle fait partie de la performance. Par contre, c'est quand même un informaticien qui a gagné, c'est pas un chimiste, ou un philosophe. Donc ce qu'on voit aussi, c'est que, heu, quand même, pour être avocat, il faut connaître le droit, pour être informaticien, il faut connaître le code. Si à chaque fois que vous avez quelque chose à faire dans votre job, vous devez le demander à l'IA, ben, bon d'abord
ça va être un peu pénible pour vous. Quand vous allez être en face d'un client, ça risque d'être compliqué. Heu et d'ailleurs, on peut remarquer qu'aujourd'hui, des situations, des services professionnels où vous êtes directement face à une IA, c'est-à-dire, on a vu cette révolution de l'IA dans les 3 dernières années, mais aujourd'hui, dans votre vie de tous les jours, combien de fois par jour vous vous retrouvez, dans un processus commercial face directement à une IA? Pas tant que ça, pas tant que ça. Donc je crois que oui, il est nécessaire de mesurer la capacité qu'ont les gens à se servir de l'IA dans leur job. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que, quand on évalue quelqu'un, c'est toujours sur un référentiel de compétences. Mmh. On mesure les compétences par rapport à un référentiel et pour ce qui est de l'utilisation de l'IA, le référentiel évolue à une telle vitesse que, il est difficile, de stabiliser le test. En fait, quand votre test il est prêt, il peut être relativement, périmé. Mais au-delà de ça, je pense qu'il est toujours nécessaire de vérifier sans IA les hard skills, des candidats pour vérifier qu'ils vont pas passer leur vie, à devoir interroger. Moi, je serais pas un bon avocat, je pense, même si je crois que je me sers bien de l'IA. Tout à fait, oui. Je vous rejoins complètement, hein, sur cette notion effectivement d'avoir, je pense qu'on pourrait appeler peut-être une culture métier, une connaissance métier, un certain domaine d'expertise pour pouvoir en fait arriver à, avoir cette fusion magique un petit peu avec l'IA générative. Mais après je rebondis sur ce que vous disiez sur, la rapidité, on appelle ça l'hypervélocité. Actuellement, c'est des concepts très importants justement par rapport à tout ce qui est champ du domaine des compétences. On parle d'organisations qui sont skill-based, basées sur les compétences. Donc c'est vraiment ce qui est actuellement secoue le cocotier, on va dire. Mais la démarche d'évaluation des compétences, telle que vous la définissez, est-ce qu'elle n'est pas un petit peu basée sur cette notion de feedback? En fait, il faut avoir ces compétences-là parce qu'on a toujours fait comme ça, alors que l'ère du temps nous pense plutôt à avoir une sorte de feed forward. Alors désolé pour les anglicismes, mais bon, dans ce monde-là, c'est très courant. Le fait plutôt d'avoir une anticipation sur les compétences qu'il faudra mobiliser, que le juriste, que l'expert comptable, que le commercial devra mobiliser là dans les années à venir. C'est qu'en fait, on n'est plus sur l'évaluation de ce qu'il a toujours su faire avec quasiment géré dans l'ancien monde, hein, désolé d'employer ce terme-là, mais c'est un peu ça. Et de dire maintenant, bon bah, comment tu as réussi à faire une sorte de syncrétisme pertinent entre ton niveau de connaissance, ton niveau de compétence, ton niveau d'appétence également, parce qu'il y a quand même plusieurs niveaux aussi, ne serait-ce que, on va peut-être revenir un petit peu sur ces questions sémantiques d'ailleurs, et la capacité de pouvoir, par exemple, choisir le bon modèle d'IA générative, parce qu'on parle, on dit l'IA, 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 il n'y a pas une IA, il y a des milliers actuellement. Est-ce que, par exemple, vous allez solliciter du ChatGPT 4o ou du O3 ou du 3.7 Sonnet avec du reasoning ou sans reasoning? Ça, c'est quand même des compétences qu'on peut à un moment donné évaluer. Et je pense que c'est plutôt là, en fait, où se situe le véritable enjeu, c'est d'avoir un raisonnement qui vraiment est dans l'anticipation des changements de modèle économique des entreprises qui va nécessairement arriver dans les années à venir, qui est déjà en train de se passer, et que c'est en ça que je défends plutôt un changement d'approche par rapport à l'évaluation dans son ensemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, encore une fois, sur l'usage de l'IA, nous, je pense qu'on finira alors, pour certains le savent, on a aussi une activité de certification, c'est nous qui Mm. sommes l'éditeur du TOSA. Je pense que la certification IA, c'est un peu dur. Oui. Le domaine est trop évolue trop vite pour qu'on puisse faire quelque chose, parce qu'en plus une certification, pour le coup, il y a la création d'un référentiel pédagogique, il faut créer des centaines de questions, il faut la faire référencer chez France Compétences. C'est un processus, peut-être lancer une certif, ça prend 1 an et là, 1 an dans le domaine de l'IA, c'est compliqué. Donc je Mm. pense que sur ce que vous avez décrit, quel est le bon outil pour quelle tâche, comment j'interface mon outil, avec d'autres outils de travail que j'utilise aujourd'hui, là, il y a matière à un test de recrutement et je pense qu'on finira par le sortir. Ensuite, la difficulté de ce que vous avez dit, c'est que ça se rapproche presque du soft skill. On est en train de se demander, si le candidat, il a une capacité à apprendre,
Est-ce qu'il est tout simplement intelligent? Parce que ça a été une définition à une époque de l'intelligence qui est la faculté d'adaptation. Mmh, En tout cas pour les espèces, c'est un peu défini comme tout à cela. fait. Et, et du coup, encore une fois, c'est un autre métier aujourd'hui, les tests de soft skills, les tests de profiling, et je pense qu'ils prennent tout leur sens. Mais là aussi, on est dans la complémentarité de quelque chose qui a toujours existé. C'est-à-dire que nous, une de nos mantras chez Isograd, c'est si vous faites passer un test Excel à un consultant que vous voulez embaucher pour votre boîte et le résultat, c'est qu'il n'est pas bon en Excel. Mais par ailleurs, vous avez repéré qu'il avait des super capacités de consultant. Eh Mmh, ben, embauchez-le. Embauchez-le et puis vous savez juste que ce serait bien qu'il commence son parcours chez vous par une formation Excel parce que sinon il va perdre beaucoup de temps sur Excel. mmh, Donc, là aussi, que les entreprises continuent à évaluer, avec des tests, psycho, le profil des candidats et maintenant ce que vous disiez, cette capacité à s'adapter, cette capacité à apprendre, peut-être même cette capacité à se remettre en cause parce que c'est même la façon même de travailler qui va évoluer. C'est toujours nécessaire. Là, je crois que pour le coup, on se rejoint, mais en fait, si je voulais être provocateur, je dirais, rien de neuf sous le soleil et c'était déjà nécessaire avant, ça le sera après. Rien de neuf sur le soleil avec cette nuance quand même, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la rapidité avec laquelle les choses s'imposent. C'est qu'évidemment, des personnes qui demandaient à un collègue de remplir des évaluations à leur place, etc., enfin, tout le monde le sait, hein. Moi, je suis enseignant dans des écoles. Je sais très bien qu'il y avait des camarades qui faisaient qui remplissaient à la place d'autres personnes. Donc, en fait, quelque part, ça n'a pas changé fondamentalement le désir des personnes de faire croire qu'ils avaient plus parce qu'ils avaient plus de motivation. Par contre, ce qui change, c'est la capacité déjà à le détecter et la capacité aussi à vraiment à se projeter dans le fait que maintenant, ça va être la norme. C'est un peu ça, en fait, là où vraiment, je vais être clair, c'est que il y a une nouvelle norme qui est en train d'être établie. Vous parliez tout à l'heure de l'importance de soft skills. On parle plus d'ailleurs du meta skills à ce niveau-là, justement les capacités de apprendre à apprendre, apprendre à gérer. Mais elles peuvent quand même toujours s'évaluer. Elles peuvent s'évaluer. On peut par exemple évaluer les capacités d'une personne à jauger de la génération d'une IA. Est-ce que ce que l'IA a généré, ça vous semble correct, pas correct, pourquoi, comment vous justifiez votre réponse. Donc, à mon avis, on va quand même devoir à un moment donné inclure ces choses-là. Et puis, il y avait aussi ce qu'on avait évoqué en préparation, les tests psychotechniques, les tests psychométriques, pardon, qui vont permettre d'évaluer tout simplement la capacité du cerveau à traiter des tâches complexes. On pense notamment au test de QI, qui est le test le plus connu, mais qui n'est pas le seul, évidemment. Il y a des entreprises qui utilisent actuellement dans les évaluations dans un cadre très particulier, mais qui utilisent les tests de QI pour certains postes, l'évaluation de certains postes. Donc, est-ce qu'on ne va pas être quand même, à un moment donné, obligé de devoir, comment dire, compléter, c'est pas forcément remplacer le système qui est actuellement, mais le compléter pour voir si, en gros, tout le pattern de raisonnement de la personne, tout le pattern entre ses compétences, ses connaissances, ses appétences, son envie, et puis peut-être d'autres choses aussi, sa capacité à travailler en équipe si c'est nécessaire, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus inclusif, qui inclut beaucoup plus d'éléments que simplement la réponse à un test formalisé, avec des réponses qui sont justes ou pas justes, sur lequel, de toute façon, l'IA sera toujours meilleure que nous. Oui, là, je crois vraiment qu'on se rejoint. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de dire, c'est que l'IA, oblige à mesurer d'autres compétences, c'est-à-dire, Ouais. celles qu'on avait avant et celles-là, alors je ne sais pas si on est vraiment d'accord là-dessus, je pense qu'il faut toujours les mesurer et puis, des nouvelles, à commencer par celle de savoir utiliser l'IA, mais aussi peut-être, des compétences, moins ou des je sais pas si on peut parler de compétences psychologiques, mais des savoir-être, qui permettent de s'adapter à l'IA. Là, je voudrais, un tout petit peu attirer l'attention de ceux qui nous écoutent sur
Les grands tests psychométriques, comme le MBTI ou d'autres, Mmh. qui existent depuis des décennies, c'est des tests qui ont fait l'objet d'investissements, financiers et de recherches très, très importants. Un test psycho qui marche, c'est beaucoup plus compliqué, à faire, qu'un test technique qui marche. Bon, déjà, c'est très facile de faire des tests qui ne marchent pas, dans tous les domaines. Un test qui marche, c'est un test qui est robuste et discriminant. C'est-à-dire robuste, c'est, si 2 personnes qui ont la même compétence passent le test, elles vont avoir le même résultat. Et puis, si une même personne repasse le test plusieurs fois, elle va avoir le même résultat. Et discriminant, c'est, on sait déterminer, la compétence de moi quelqu'un qui a la compétence de quelqu'un qui ne l'a pas. Parce que, par exemple, un test où vous avez toujours zéro, c'est un test extrêmement robuste. Vous le passez 2 fois, vous avez toujours zéro. 2 personnes qui ont le même niveau, ils ont aussi zéro. Donc c'est super robuste, mais c'est pas discriminant. Et inverse, on peut avoir des tests discriminants qui sont pas robustes parce que, de temps en temps, ils se plantent. Donc il faut des tests robustes et discriminants. Et en psycho, faire des tests robustes et discriminants, ça prend beaucoup de temps. Il faut faire des études sur après, qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été la perception des personnes, dans leur environnement. Bon, il faut le backtester contre quelque chose. Et donc j'attirerai juste l'attention sur le fait que, heu il voilà, il faut vraiment, même avec l'arrivée de l'IA, peut-être se reposer sur des modèles connus du type Big Five ou d'autres, voir quels sont les profils qui matchent quelles sont les compétences, adapter comment on trouve ces compétences dans des profils connus, plutôt que se lancer dans des nouveaux profiling qui n'auront pas le degré de recherche de ce qui a été fait dans le passé. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, Guillaume? Alors, il y a des travaux de recherche assez poussés. Moi, je m'intéresse généralement quand on travaille sur ce sujet-là. Ce qui fait foi, c'est les travaux de recherche publiés, hein. C'est ça le. Alors, je n'ai pas toujours la compétence pour tout comprendre leur contenu, parce que je suis pas scientifique moi-même, mais je peux utiliser l'IA pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, et aussi lire des publications plus vulgarisées. L'université Monash en Australie, par exemple, ils ont produit de manière euh, rigoureusement scientifique, un texte qui s'appelle le GALAT, Generative AI Test Assessment, Literacy Assessment Test. Donc en fait, c'est pour évaluer la capacité d'une personne à dire, voilà, vous êtes vraiment reconnu comme étant une personne qui a une maîtrise, une compréhension des tenants aboutissants, qui sait par exemple, qui comprend pourquoi une génération par une IA n'est pas la même chose qu'une génération par un système algorithmique classique, ce genre de choses. Donc, on est quand même en train de travailler, et beaucoup d'universités américaines et britanniques notamment sont en train de réfléchir à définir ce modèle-là. Après, je vous rejoins sur le fait que créer un référentiel de compétences sur l'IA avec le système français, on va dire, avec les contraintes que ça impose de France Compétences, c'est extrêmement compliqué. On a essayé avec avec des collègues, on va dire, qui travaillent dans l'IA générative également, de réfléchir à la question, et on s'est vite rendu compte qu'effectivement, c'était extrêmement difficile. Il y a quand même aussi une chose, je vois que le retour, je vais essayer sur la question, encore une fois, de l'évaluation des compétences, c'est un point qu'on avait abordé ensemble, c'est comment on évalue les personnes qui n'ont pas encore véritablement de compétences. Euh, Par exemple, les jeunes diplômés. Ce sont des personnes qui ont, je atteste, je m'occupe beaucoup de M2, hein, donc ceux qui sont vraiment sur le point d'être sur le marché du travail. Ils ont acquis des connaissances grâce à des cours qu'ils ont eus. Ils ont un peu de compétences avec leur alternance, généralement, mais très peu. Et ce qu'on essaye d'évaluer, c'est voilà, quelle est leur envie, leur appétence, quelles sont leurs connaissances. Et là, pour le coup, on va se heurter quand même à une difficulté, parce que eux, dans leur scolarité, il faut savoir que le chiffre, c'est entre 92 et 99%, c'est les chiffres de Laboria de Ian Ferguson, utilisent l'IA générative quotidiennement à partir de M1 et M2. Donc ceux qui vont arriver sur le marché du travail, là, tout bientôt. Eh bien, là, on va devoir aussi réfléchir à comment on fait une évaluation pour ces personnes-là qui n'ont pas eu qui n'ont pas comment dire, le toucher métier, oui, parce que je comprends bien ce que vous dites, Marc, sur le côté, oui, il faut quand même que les personnes, on sache qu'elles ont un peu la culture métier, l'évaluation, mais pour un jeune diplômé, là, je trouve ça très compliqué, et alors peut-être que ça ouvre un nouveau champ d'investigation pour les OGRAD, mais je me demande quand même comment on va aussi régler cette question, et pas être justement trop discriminant à l'égard de ceux qui n'ont à faire valoir que leurs connaissances et malheureusement pas encore assez de leurs compétences.
Comment vous voyez Je ce crois sujet? que la réponse, elle est dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire, dans le test de connaissances plus de compétences, c'est-à-dire le bon vieux QCM qui va vérifier, qu'ils ont entre guillemets, «les bases», c'est-à-dire qu'ils ont les bases théoriques, qu'ils ont une connaissance des concepts, qui définissent, le métier ou l'environnement professionnel dans lequel ils vont évoluer. Donc, c'est un peu le paradoxe, c'est que si on doit évaluer si le métier aujourd'hui, c'est d'utiliser énormément l'IA pour produire, alors finalement, peut-être que le test, c'est un test de connaissances pour, vérifier on a les connaissances pour juger, du résultat produit par l'IA ou pour en faire quelque chose. Et puis aussi une capacité à utiliser l'IA et peut-être dans un troisième temps, comme on l'a évoqué, un profil ou des soft skills, qui permettent, d'utiliser l'IA. Mais le paradoxe et je crois que là, vous avez complètement raison, hein, pour les étudiants, pour les jeunes diplômés, puisque, bon, nous, on le voit chez Zograd avec nos alternants, ils utilisent énormément d'outils que nous-mêmes, on connaît pas. Mais à la fin de la journée, heu, il faut quand même qu'il y ait des gens de chez nous qui leur expliquent, bah, pourquoi ils font ça, à quoi ça sert, qu'est-ce qui va passer en face d'un client, qu'est-ce qui va pas passer, qu'est-ce qu'on cherche à faire. Donc, je crois que le mix, il est là entre, la compétence qui est du domaine de l'entreprise et peut-être la connaissance et le savoir utiliser qui est du domaine de l'enseignement supérieur. Moi, peut-être que je dis une bêtise, je sais pas. C'est là vraiment, ça me vient comme ça. On est un peu sur les zones frontières, hein, mais malheureusement, c'est les zones frontières qui sont présentes. Parce que, encore une fois, on parle vraiment de cohortes de personnes qui vont arriver. Comment évaluer sur la base d'un Q? Si on parle vraiment sur un système d'évaluation euh, décentralisé, hein, avec un ordinateur chez soi, etc., un test de connaissance, il se hack en 2 secondes en computer vision avec n'importe quelle IA générative. Donc, déjà, fondamentalement, le gain en scalabilité qu'on a pu obtenir avec les tests en ligne, bah, assez rapidement, il perd un peu de sa valeur. Encore plus parce qu'il y a des personnes qui vont savoir utiliser l'IA pour répondre facilement au QCM, versus d'autres qui ne pourront pas le faire, d'autres qui pourront le faire très discrètement, versus d'autres qui ne pourront pas le faire. Donc ça va forcément créer des injustices, à la base. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de repenser tout ça. Bon, je pense pas qu'on arrive de toute façon à solutionner cette problématique extrêmement complexe, comme on l'a vu, hein, qui part sur beaucoup de choses. Qu'est-ce que véritablement le savoir-faire, qu'est-ce que véritablement la compétence, euh, est-ce qu'il faut voilà, repenser les choses, en fait, réhumaniser, c'est-à-dire si on fait un QCM pour vous suivre, il faudrait presque refaire un devoir sur table, comme nous on a fait dans les études, devoir sur table, pas d'ordinateur, un papier, un crayon, et puis vous répondez à votre QCM comme on passait nos examens avant l'ère d'Internet. Voilà, donc c'est-à-dire en fait, pour répondre à la problématique la plus immédiate et la plus moderne possible, et peut-être réimaginer une façon d'avoir ces examens un peu détechnologisés. Alors, là, je vois qu'on arrive au bout. Je pense que et je vous laisserai construire, Guillaume. Il y a des points j'espère, des messages qu'on a réussi à faire passer. Un, il y a celui que vous avez dit, c'est-à-dire, l'examen à distance, aujourd'hui, est à câble. Voilà. On peut mettre des et ça a du sens de mettre de la surveillance à distance pour monter le niveau, mais à la fin, il faudra toujours, aujourd'hui, qu'il y ait une vérification d'humain à humain des compétences techniques lors d'un entretien, final où là, la capacité à tricher sera très difficile. Ça, je crois qu'on en a convenu tous les 2. Le deuxième point sur lequel, j'espère on a réussi à attirer l'attention, c'est donc peut-être cette nécessité de mesurer, la capacité à utiliser l'IA, et peut-être les soft skills qui vont avec, même s'ils ne sont pas aujourd'hui, très bien définis, donc c'est peut-être quelque chose qui arrivera plus tard. Et le troisième point qui est un peu plus pour ma paroisse, qui est que malgré tout, il faut continuer à vérifier que les gens ont peut-être plus les connaissances, pardon, dans le domaine dans lequel ils vont évoluer parce que sinon la vie est trop compliquée, aussi bien pour ceux qui travaillent avec eux que pour eux-mêmes.
Et Guillaume, je vous laisse le mot de la fin avant qu'on prenne des questions. Non, je pense que vous avez parfaitement résumé à la fois le fond de ma pensée et puis l'ensemble des échanges qu'on a eus. Là, il y a un défi. Il faut vraiment regarder, et d'ailleurs c'est très agréable de discuter avec vous parce que vous n'avez pas de situation un peu de défense un peu corporatiste. Vous voyez très bien, vous êtes très lucide par rapport à ce qui arrive, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas dans ce que je vois, en tout cas dans le domaine RH, et que cette prise en compte, effectivement, doit se faire de façon méthodologique, de façon structurée, de façon à ce que tout le monde soit gagnant. C'est-à-dire que vos clients, pour avoir la sélection des meilleurs candidats, et que les candidats eux-mêmes ne soient pas pénalisés entre eux vis-à-vis du processus d'évaluation. Donc oui, c'est un énorme chantier. De toute façon, en 30 minutes, 35 minutes d'échange, c'est très difficile d'arriver à des conclusions actionnables là maintenant, parce que vous voyez que c'est du domaine du mouvant encore, tout ce qui se passe. La réalité de ce qu'on dit aujourd'hui sera peut-être démentie ou confirmée dans 6 mois. Donc voilà, on fait part de nos réflexions sur un sujet qui est en perpétuelle ébullition. Et puis on espère que ça vous a plu et on a hâte de répondre à vos questions. Alors, je vois deux questions. Est-ce que l'usage de l'IA dans l'évaluation peut aider à faire évoluer les référentiels de compétences eux-mêmes? Oui, moi, Guillaume, je vous laisse répondre, mais de notre point de vue, très clairement, si je prends l'exemple d'Excel, qui est une des certifications qu'on fait le plus passer. Aujourd'hui, alors j'ai l'impression que l'adoption est pas énorme, mais elle viendra de copilote au sein d'Excel. Forcément, on va devoir redéfinir nos référentiels pour intégrer les fonctionnalités d'IA générative ou d'IA tout court qui vont être ajoutées aussi bien à Windows que aux applications d'Office, qu'à celles de Google sur lesquelles on fait aussi des tests. Donc oui, c'est-à-dire que dans beaucoup de référentiels techniques, alors après sur les langages de programmation, en fait, si on travaillait sur des environnements, on pourrait dire oui, aujourd'hui, si vous testez quelqu'un sur VS Code, c'est sûr qu'il faut voir si c'est bien intégré de l'IA dedans. Mais sur les langages eux-mêmes, c'est moins net. Mais en tout cas, sur les outils bureautiques, la réponse est clairement oui. Moi, je reviens, j'aime beaucoup la sémantique. Un référentiel de compétences, quand on parle d'un référentiel, c'est un point fixe. C'est un point fixe à partir duquel on va pouvoir, par la suite, voir si vous êtes plus ou moins éloigné de ce référentiel. La question fondamentale avec l'IA, c'est qu'elle-même redéfinit sa position, parce que c'est un système qui est d'une part auto-apprenant et avec lequel vous pouvez vous-même apprendre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a je ne fais plus appel, je faisais beaucoup de modules d'e-learning avant, j'en fais quasiment plus maintenant parce que je me forme moi-même avec des outils d'IA générative sur des questions qui sont parfois des questions même business, des questions sur lesquelles je pensais être une personne assez calée et qui me remet dans mon champ d'humilité assez rapidement. Donc, définir un référentiel. Donc, l'IA peut aider à créer des référentiels qui seront à chaque fois des points d'ancrage pour avoir et ça, je pense que c'est important pour évaluer quand même à un moment donné là où se situent les candidats ou les collaborateurs. Mais ce sera toujours, toi, ce qu'on disait avec Marc, à un moment donné, on poursuit un peu un fantôme parce que il redéfinit et chaque nouvelle. Là, on n'a pas abordé un thème qui est l'agentique, par exemple, qui est actuellement le sujet 2025, mais c'est même plus un sujet futuriste, on y est déjà. La capacité à faire de l'orchestration de LLM, parce qu'on n'est plus sur utiliser ChatGPT, on est sur utiliser des orchestrations de LLM. Comment on fait un référentiel par rapport à ça? Donc c'est à la fois, oui, ça peut aider si on veut formaliser, par exemple, un dossier à déposer à France Compétences, ça peut complètement vous aider. D'ailleurs, on a travaillé un peu dans ce sens-là. Mais on va dire, il y a un problème de fond dans la nature même de l'IA. L'IA, c'est pas Excel. L'IA, c'est pas un système avec on a une entrée, on a une sortie définie. C'est beaucoup plus que ça, et c'est ce qui rend cette évaluation, la création d'un référentiel si compliquée. Alors, je vois une deuxième question que je vais vous laisser, Guillaume, c'est en tant que RH, quelles erreurs doit-on éviter quand on se lance dans l'évaluation? Alors, il y a écrit via l'IA, mais je pense plutôt c'est en utilisant moi où l'IA est autorisée, je pense.
Oui, bah, d'ailleurs, c'est intéressant parce que chaque mot compte, hein, et quand on fait du prompting, on s'en rend compte, que chaque mot effectivement peut orienter différemment les choses. Très intéressant d'ailleurs, ça fait réfléchir sur, notre propre capacité de réflexion. L'erreur, des erreurs, je pense qu'il faut quelles seraient les, on va dire, quelles seraient les best practices, pour faire le prendre dans l'autre sens, les meilleures pratiques pour un RH qui souhaiterait effectivement intégrer, l'IA dans son processus d'évaluation? Déjà, que lui-même comprenne très bien ce que c'est, la nature de l'IA. Je pense que le fait d'avoir trop souvent associé l'IA à un outil comme les autres, a fait perdre au RH, enfin n'ont pas permis au RH en tout cas de s'approprier véritablement la compréhension intime de ce que représentent ces nouveaux modèles d'intelligence artificielle, surtout avec l'accélération dont je vous ai parlé, les modèles de raisonnement avancé, le modèle Absolute Zero là, qui est sorti, qui est absolument une dinguerie au niveau même cognitif, ce genre de choses. Donc, déjà, essayez de bien vous solidifier sur la compréhension de ce que c'est l'IA, ça vous permettra d'éviter justement de faire des erreurs. Et, à partir de ce moment-là aussi, être capable de dire, d'accord, maintenant je comprends, quand je fais l'évaluation de ce candidat, ce qu'il va m'apporter, ce qu'il va apporter à mon organisation, avec ce mix de compétences intrinsèques, les compétences de base dont vous parliez, Marc, et puis les compétences de AI literacy, donc d'être à l'aise, d'être à jongler avec les systèmes d'IA. Je pense qu'on on peut pas, en fait, quand on est RH, faire l'économie de vraiment comprendre comment ça fonctionne avant même de se lancer dans ce type d'évaluation.